Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette session intitulée « L'innovation peut-elle sauver le climat ?» En introduction, la transition vers la neutralité carbone, c'est une grande transformation de nos économies, comparable un peu à des révolutions industrielles, parce qu'elle implique un changement de nos modes de production, un changement de nos modes de vie, des changements dans les échanges internationaux. Et pendant longtemps, elle a été pensée comme une question de long terme, à l'horizon 2050, 2100, y compris dans ses effets économiques. Or, aujourd'hui, du fait des retards qui ont été pris dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a une accélération nécessaire de la transition. Ça se traduit par les objectifs que la France et l'Union européenne se sont fixés pour 2030. 2030, c'est demain, de réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc la transition vers la neutralité carbone, elle est devenue une question économique pour les toutes prochaines années, une question de court terme, et pas seulement une question pour le long terme. Et ce rapprochement de l'horizon, et cette accélération de la transition, elle modifie assez sensiblement la façon dont la question de l'impact économique de la transition se pose. Parce que quand on doit faire une transition en 5, 6, 7 ans, enfin très vite, et réduire nos émissions à ce rythme-là, et une grande transformation de cette ampleur, en plus dans un contexte où il va falloir s'adapter aux effets du changement climatique qui commencent à se manifester en même temps. Donc quand on doit faire une grande transformation de cette ampleur en si peu de temps, et une transformation qui aussi, à la différence des révolutions industrielles, ne se fait pas spontanément par le progrès technique ou par les marchés, qui est quelque chose qu'on veut faire, mais qui ne se fera pas si on ne le suscite pas d'une façon ou d'une autre. Donc quand on le fait aussi vite, le risque que les transformations nécessaires du système de production, les réallocations entre secteurs, sur le marché du travail, soit plus difficile, se fasse moins bien, qu'il y ait des pénuries sur des métaux critiques, qu'il y ait des désajustements entre l'offre et la demande, ces risques-là sont plus grands. Alors techniquement, la transition, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, très souvent, on la décompose en deux niveaux. D'un côté, il faut que l'énergie qu'on consomme soit moins carbonée, donc le recours aux énergies renouvelables plutôt qu'aux énergies fossiles, parce que ces énergies carbonées n'émettent pas de gaz à effet de serre. Ça, c'est le premier niveau. Et de l'autre côté, il faut consommer moins d'énergie, tout court, parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas uniquement en décarbonant l'énergie qu'on utilise. Et consommer moins d'énergie, à nouveau, ça peut se faire de deux façons. Soit en étant plus efficace, c'est-à-dire en utilisant moins d'énergie pour produire autant, se déplacer autant, se chauffer autant, donc c'est augmenter l'efficacité énergétique, soit en réduisant tout court nos usages, nos comportements, donc en se déplaçant moins, en chauffant moins, etc. Ça, c'est la vision un peu technique. Mais alors, économiquement, ça peut se traduire, et c'est ce qu'on a essayé de formaliser dans un papier récent avec Jean Pisani-Ferry, en trois mécanismes économiques. D'une part, il faut substituer du capital à de l'énergie fossile. Parce qu'en fait, il faut investir pour faire la transition, il faut investir dans des énergies renouvelables, il faut investir dans la rénovation thermique, etc. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième, c'est des changements de comportement de demande. Il faut réduire notre demande d'énergie au moins. Ça, c'est ce qu'on appelle globalement la sobriété. Et puis le troisième mécanisme économique, c'est qu'il faut réorienter le progrès technique vers l'économie verte. Et ça, c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, celui de l'innovation. Avec la première question qui est quel rôle on peut attendre de ce troisième mécanisme par rapport aux deux autres, en distinguant éventuellement deux horizons, 2030 et 2050. Et puis il y a une question liée à cette question du rôle de la réorientation du progrès technique dans la transition, qui est quel sera l'impact de la transition elle-même sur la productivité? Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que l'innovation peut permettre
de concilier baisse des émissions et croissance de la productivité et croissance tout court. Et donc, est-ce que l'innovation peut permettre d'espérer avoir une croissance verte? Et ça, c'est une question qui reste assez ouverte aujourd'hui, qui ne se pose pas forcément de la même façon à nouveau sur le court terme et sur le long terme, avec un peu deux thèses en présence, en simplifiant à l'extrême. Et c'était l'idée initiale de cette table ronde qui avait été pensée par Jean Pisani-Ferry, qui n'a pas pu être présent pour l'animer, qui est d'un côté, en simplifiant à l'extrême, la thèse de Jean-Marc Jancovici, que vous avez certainement déjà entendu et vu. Et alors, je caricature certainement, et Alain Grandjean nuancera, mais qui est en gros, le renoncement aux énergies fossiles ne peut se traduire que par une moindre productivité, et de façon durable, parce que c'est l'énergie fossile qui a permis les gains de productivité qu'on a observés depuis la révolution industrielle. Et puis de l'autre, il y a une autre thèse qui est celle qui se dégage des travaux de Philippe Aghion notamment, qui est que l'innovation dans les technologies vertes, elle peut être bénéfique, voire plus bénéfique que l'innovation dans les technologies brunes à long terme, mais que les entreprises ont investi et ont tendance à investir dans les technologies brunes et ont intérêt à continuer à le faire. Donc Philippe Aghion développera cette thèse. Et donc c'est un peu la deuxième question sous-jacente qui est comment voyez-vous les effets de la transition vers la neutralité carbone sur la productivité et plus largement sur la croissance à court et plus long terme. Donc c'est ces questions qu'on va aborder dans cette table ronde. Pour y répondre, on a un très joli panel que je suis ravie de présenter. Donc d'abord Alain Grandjean, qui est président de la Fondation pour la Nature et l'Homme et membre du Haut Conseil pour le Climat. Il est également cofondateur et associé de Carbone 4, qui est un cabinet de conseil bien connu en stratégie du climat. Et il est l'auteur de nombreux livres portant sur la transition écologique. Philippe Aghion est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Institutions, Innovation et Croissance, également professeur à l'INSEAD et à la London School of Economics. Geneviève Ferron-Creuset est cofondatrice de Profil. Elle est également think tank du Shift Project et enseignante à Centrale Supélec. Et elle a coordonné un certain nombre d'études sur les entreprises à mission, la transition écologique et la post-croissance. Et enfin, Pierre-Henri Grenier est directeur exécutif de la Banque de la transition énergétique au sein de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et je passe directement la parole à Alain Grandjean pour la première. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous écouter et de discuter avec nous, surtout. Je pense qu'on va essayer d'être rapide dans les propos introductifs. Alors, moi, j'ai répondu dans un premier temps à la question « Est-ce que l'innovation va sauver le climat ?» en disant la réponse est non. Pour une raison relativement simple, c'est que les actions qui nous permettent... Oui, Philippe, hein, j'y vais sec. Faut mettre un peu d'ambiance dans le... pour les raisons qui viennent d'être dites, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a très très peu de temps pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de sorte d'atteindre nos objectifs hein, qui ont été ceux de l'accord, enfin, qui sont ceux de l'accord de Paris, donc limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré ou 2 degrés, ou substantiellement moins, potentiellement 1,5 degré, sachant qu'on est à 1,1, 1,2 degrés, et que le CAPEX, enfin, excusez-moi de prendre un terme économique, les investissements embarqués, enfin, les centrales au charbon, les raffineries, les voitures, les avions, tout ça, si ça va jusqu'à sa fin de vie, ça nous amène au-delà de 2 degrés. Donc il y a un effet de lock-in très fort dans le système économique actuel. Donc ça veut dire que si on veut tenir ces objectifs-là, c'est pas en pariant sur des innovations qui vont produire leurs effets dans quelques années, c'est en agissant tout de suite et en déployant de manière massive et à grande échelle les dispositifs qu'on a sous la main. Je vais prendre un exemple parce que j'ai dit que je serais court. La rénovation thermique des bâtiments, grosso modo, c'est accessible sur le plan technique, sur le plan technologique. Il y a des difficultés. Là, tout le monde parle des rénovations des logements à Paris. On en parlera peut-être un peu. Il y a peut-être un peu d'invention à faire sur les isolants, mais quand même, grosso modo, il n'y a qu'à déployer tout ça. Dans le domaine des déplacements, on sait les solutions. Hein, c'est plus de mobilité douce, c'est plus de part modale aux moyens ferroviaires, et c'est le passage à la voiture électrique pour les déplacements qu'on ne pourra pas faire autrement, et ainsi de suite.
Donc je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas besoin d'innovation régulièrement et qu'il n'y en aura pas besoin dans les prochaines années. J'en citerai une seule pour me faire comprendre. Je dis juste, à court terme, ce qui va sauver, entre guillemets, le climat, c'est-à-dire, de manière claire, ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, c'est le déploiement des solutions qui existent et qui sont sous la main. Je n'aurais pas dit ça au moment du Grenelle de l'environnement, où j'étais assez actif, donc en 2007. C'était beaucoup plus compliqué que ça à l'époque. Si je prends que deux chiffres, le solaire photovoltaïque, il se baladait à 400 € le mégawattheure, en gros. Aujourd'hui, il est à 8 à 10 fois moins cher. Donc on a fait d'énormes progrès sur ce type de technologie. Concernant la rénovation des bâtiments, des grandes entreprises nous disaient ça va coûter une blinde, ça va être très compliqué, on ne va pas y arriver. Bon, aujourd'hui, on sait faire des bâtiments neufs et des logements neufs à des prix très raisonnables. Donc il me semble que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours sur l'innovation, parce que c'est quand même le cœur du débat, après je ferai 2-3 commentaires en dehors de la question de l'innovation, c'est que je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Là, ça fait 20 ans que je conseille des entreprises. Ce qui drive, mais je pense que là, Philippe, on va être d'accord, ce qui drive l'innovation, c'est pas le fait que ça sera vert, vertueux ou bien pour sauver la planète. Vous êtes dirigeant, vous avez un bilan, un compte d'exploitation, des performances financières, et des clients, accessoirement. Et donc, vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Donc, il va falloir que si on veut, pour les questions qui ne sont pas résolues par les solutions en place, il y en a, j'en donnerai un exemple tout à l'heure, il va falloir quand même inciter fortement les dispositifs d'innovation, parce que naturellement ou spontanément, ça ne va pas aller dans le bon sens. Je pense que là, Philippe, on va être... et donc il y a un risque énorme, hein, mais qui est connu depuis très longtemps, qui est que c'est très bien de jouer sur l'engagement des entreprises, l'engagement des acteurs, c'est bien de faire tout ça. Moi, je suis quelqu'un de libéral dans l'âme, mais il ne faut pas croire au Père Noël quand même. Troisième petite remarque d'entrée, c'est toujours sur l'innovation. J'ai parlé d'innovation sans mettre d'adjectif. Je parlais évidemment d'innovation technologique, parce que je crois beaucoup au fait qu'on a besoin, et on développe pas mal d'innovation sociale dans le domaine de la transition écologique, c'est assez évident. Et vous avez parlé tout à l'heure de sobriété. Je pense que pour que cette affaire de sobriété se déploie à grande échelle et qu'elle ne soit pas une guerre entre les uns et les autres, il faut de l'innovation sociale. Il n'y a pas de technologie dans la sobriété, c'est des évolutions de comportement. C'est que ça cesse d'être fun d'avoir une Porsche Cayenne dans le 16e ou dans le 8e à Paris, parce qu'on a d'autres modèles et d'autres envies de faire. Donc ça, c'est de l'innovation sociale. Bon. Maintenant, concernant le débat introduit de l'opposition Janco à Guillaume, je ne vais pas défendre le point de vue de Janco, même si je le connais par cœur depuis des années, puisqu'on est associés depuis 15 ans. Je vais juste faire une remarque. C'est juste histoire d'entrer dans le débat. Jean-Marc insiste beaucoup, et je pense qu'il n'a pas complètement tort, sur le fait que les ressources énergétiques fossiles vont être un peu contraintes. Alors, sur le pic de pétrole, on l'a passé pour les pétroles donc conventionnels. On va probablement passer pour le conventionnel. C'est moins clair sur le charbon et le gaz, parce qu'il y a beaucoup de ressources sur le charbon et le gaz. Ça discute un peu. En revanche, ce qui me semble ne pas se discuter, c'est que si on a besoin d'énergie pour les équipements, et qu'on veut que cette énergie soit bas carbone, en vertu de ce que vous avez dit tout à l'heure, il va falloir qu'on recourt à des énergies bas carbone. Là, pour le moment, c'est logique. Bon, là, moi, je crois à la rareté des énergies bas carbone. Je pense que quand on se projette à 2050 en France, si on espère consommer autant d'énergie qu'aujourd'hui en 2050, avec des énergies bas carbone, on n'y arrivera pas. Le programme nucléaire est lent, laborieux. On n'échappera pas à une discussion sur le nucléaire. Il est lent et laborieux. Et si on met Panly en marche, les premiers électrons, c'est en 2037. Donc ça va être compliqué de déployer beaucoup de centrales nucléaires en France. Et les énergies renouvelables intermittentes, le solaire, l'éolien et les autres, ça a d'autres difficultés de déploiement. C'est moins dense énergétiquement. Et ça, c'est un petit raisonnement français, mais si on le fait au niveau mondial, on s'aperçoit que parier sur le fait qu'on aura une disponibilité très grande des énergies renouvelables, c'est rêver en couleur, parce que c'est pas parce que le soleil est gratuit, que le vent est gratuit, que l'eau est gratuite,
que les équipements qu'il faut mettre en place le sont. Ils consomment des matériaux, ils consomment de l'espace, et tout ça va être très contraint. Je pense qu'on aura moins d'énergie renouvelable et bas carbone, si j'intègre le nucléaire, qu'on a d'énergie fossile sous le pied, qu'il va quand même falloir laisser sous le pied. Et donc je conclurai ce propos introductif en disant qu'on n'échappera pas à de l'efficacité et de la sobriété, mais concernant l'innovation, il va falloir mettre les bouchées doubles sur des progrès de l'efficacité énergétique des innovations et pas que sur la productivité main-d'œuvre. Il va falloir faire beaucoup d'efforts, et si on arrive à avoir des équipements très efficaces sur le plan énergétique, alors ce n'est pas impossible que l'innovation à terme nous apporte quelques résolutions de problèmes qu'elle ne nous apporte pas tout à fait aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Philippe, sans transition. Philippe Aguillon. Merci de m'avoir invité. C'est une très bonne introduction et intervention. Oui, donc, en fait, une solution qui a été mise en avant par certains pour résoudre le problème climatique, ça a été de dire on fait de la décroissance. Mais alors, c'est vrai qu'historiquement, la température a augmenté quand la croissance a augmenté. C'est indéniable. Je veux dire, si on voit la courbe de la température, c'est le décollage industriel de 1820. Donc c'est clair que, historiquement, la croissance est responsable de l'augmentation de la température. Mais est-ce qu'on veut revenir à ce qu'on était en 1820 ? La croissance, ça a permis d'augmenter incroyablement notre espérance de vie, la qualité de vie, la durée de vie en bonne santé. On a incroyablement réduit la pénibilité du travail, on a augmenté le temps des loisirs. Enfin, je veux dire, la croissance depuis 1820, ça a permis beaucoup. Et on a eu un épisode de décroissance, ça a été le confinement. On a été forcé à une décroissance entre mars et mai-juin 2020. Le PIB français a baissé de 35%, les émissions de CO2 de 8%. Mais est-ce qu'on voudrait être en permanence en premier confinement ? Voilà, il y a eu des dégâts collatéraux, on était obligé de le faire à l'époque, il n'y avait pas les vaccins. Voilà, donc la décroissance n'est pas vraiment la solution. Quand je parle de croissance, c'est pas la croissance quantitative, c'est une croissance de qualité de vie. C'est la croissance qu'on dirait en anglais des utils. C'est de vivre mieux, quoi, et d'avoir une vie plus agréable, moins pénible. On peut avoir des loisirs, voilà. C'est de ça que je parle quand je parle de croissance. Donc l'alternative, quand on parle de croissance, c'est la technologie. Alors en partie, comme tu disais, c'est d'utiliser déjà des innovations passées, parce que c'est ça que ça veut dire. Et notamment le nucléaire, je suis quand même content maintenant de voir que chez des gens qui se prétendaient environnementalistes, il y avait en France une forte opposition au nucléaire. On a quand même compris que maintenant, on avait tort d'avoir cette opposition. Ça ne veut pas dire que le nucléaire que la fission nucléaire est la source d'énergie de mes rêves. J'espère en avoir d'autres, d'où l'importance d'innover. Mais on est quand même bien content d'avoir des centrales nucléaires. Et vous avez vu que même les Allemands, ils ont finalement renoncé à stopper toutes leurs centrales nucléaires. Donc effectivement, on peut faire beaucoup avec ce qu'on a déjà, rénovation thermique, électrification des transports, utiliser le nucléaire, etc. Ça, on peut le faire, et donc déjà, mais il faut tenir le bout de l'innovation future, parce que ça vous donnera une solution à court terme, à moyen terme, mais à long terme, il faut l'innovation. Et il y a, par exemple, des recherches qui se font dans le domaine de la fusion nucléaire, il y a d'autres domaines, enfin, le photovoltaïque, il y a toute une série de choses où on peut, si on arrive, par exemple, à résoudre en fusion nucléaire, arriver à quelque chose, ça change les choses complètement. Donc il faut poursuivre la recherche et l'innovation. Alors donc l'innovation, c'est vrai. L'innovation, c'est pour encore économiser davantage sur l'énergie. C'est pour trouver de nouvelles sources d'énergie. C'est l'innovation dans nos comportements. C'est tout ça l'innovation. C'est pour rendre des technologies propres moins coûteuses qu'elles ne sont maintenant. Et donc on peut davantage les diffuser aux pays en développement. Pour tout ça, il faut innover. Donc le problème de l'innovation, c'est qu'elle n'est pas spontanément verte. C'est-à-dire que les entreprises, elles maximisent le profit et en général, elles continuent d'innover là où elles sont bonnes, c'est-à-dire dans les technologies polluantes. Donc il faut que l'État et la société civile redirigent le changement technique. C'est-à-dire que, évidemment, que les entreprises, elles maximisent le profit, évidemment, et elles ne vont pas changer. Mais ce qu'on peut faire, c'est donner des incitations. Alors, il y a des instruments qui permettent de rediriger le changement technique des entreprises vers des technologies plus vertes. L'une, c'est évidemment le prix du carbone. Ça, on n'y échappe pas. Si vous augmentez la taxe carbone, vous rendez moins profitable la production et l'innovation dans les technologies polluantes. Donc, c'est un instrument. Mais il y a un autre instrument, c'est les investissements
public vert, c'est-à-dire la politique industrielle verte, la subvention à l'innovation verte. C'est un outil aussi important que la taxe carbone. Et puis, il y a le rôle de la société civile qui est très important. Quand les consommateurs disent, on pousse pour que les entreprises produisent plus vert, eh bien, ça incite les entreprises à produire plus vert. Donc, c'est très important que la population soit informée. Et en fait, la société civile joue un rôle très important pour rediriger le changement technique des entreprises vers le vert. Donc, on voit que l'État et la société civile, ensemble, eh bien, elles jouent un rôle pour diriger l'innovation des entreprises vers les technologies vertes. Alors, je ne veux pas rester trop longtemps, mais il y a un petit peu deux types de problèmes intéressants. L'une, c'est de dire on a des énergies intermédiaires. Par exemple, aux États-Unis, le gaz de schiste. Je sais qu'en France, on est très opposés. Je ne dis pas qu'il faut forcément exploiter le gaz de schiste, mais aux États-Unis, il y a l'idée de dire le gaz de schiste, c'est moins polluant que le charbon. Donc, pourquoi on ne l'exploite pas ? Donc, ça a réduit la pollution. Quand ils ont commencé à exploiter le gaz de schiste, ça a réduit la pollution là-bas. Mais en même temps, il faut continuer à innover dans des technologies plus propres. Donc il y a l'idée de dire, et puis l'investissement en capital, tu disais qu'il faut investir beaucoup en capital maintenant pour déjà mettre en œuvre ce qu'on a maintenant, c'est de l'investissement en capital, sans perdre l'innovation à long terme. Donc on doit gérer, on doit à la fois faire ces investissements en capital, mettre en œuvre les technologies qu'on a, et en même temps ne pas abandonner l'innovation pour trouver de nouvelles sources d'énergie plus tard. Et c'est ces deux bouts-là qu'il faut tenir. Et je ne veux pas rester trop longtemps, je veux dire deux choses pour terminer. Une chose, c'est l'histoire de la transition. Il y a des gens qui pensent qu'en allant vers l'innovation verte, on va forcément augmenter la croissance. Non. En fait, si vous obligez une entreprise qui innove dans des technologies polluantes et est très bonne dans ça, de tout d'un coup dire non, vous allez innover dans un truc où vous êtes moins bon, ça veut dire qu'à court et moyen terme, vous allez faire baisser la croissance de la productivité, mais vous allez sauver la croissance à long terme et vous allez avoir une économie durable et vous allez sauver la planète. Donc l'idée que Michael Porter et d'autres soutenaient qu'en faisant la transition énergétique, on n'allait jamais réduire la croissance même à court terme est une idée fausse. Oui, on la réduit un peu, mais on la sauve et on sauve la planète à long terme. Donc il y a toujours cet arbitrage entre le court et moyen terme, on a un coût à payer, mais on sauve la planète à long terme et on peut avoir une croissance verte et durable à long terme. Et la deuxième chose, et je voudrais terminer par ça, c'est qu'il y a tout le débat sur la dette publique en France. Il va y avoir, et partout. Et il y a Maastricht, et le débat sur est-ce qu'il faut garder les 3%, limiter le déficit à 3% du PIB. Et là va se poser un vrai problème, parce que les investissements, à la fois en capital et en innovation, ça coûte de l'argent. Et si on les retarde, on sait que ça va coûter plus cher demain de les faire. Voyez ? Donc maintenant, quand je parle de dette, si pour réduire ma dette publique à court terme, je renonce à ces investissements, je laisse aux générations futures peut-être une dette monétaire un peu plus faible, mais je laisse une dette environnementale beaucoup plus forte qui vont les obliger, eux, à dépenser beaucoup plus tard. Donc je ne peux plus penser la dette publique de la même manière quand j'ai l'environnement. Je dois regarder côte à côte la dette publique et la dette environnementale. Je ne peux plus raisonner comme avant. Je ne peux plus compter de la même manière des dépenses récurrentes, retraite, assurance chômage, et des investissements dans l'innovation verte. Je dois repenser, Maastricht doit être repensé, et tout le débat sur la dette publique et la macroéconomie plus généralement doivent être totalement repensés maintenant qu'on intègre la dimension transition énergétique. Merci beaucoup. Donc, ceci étant dit, tu as été très bref et j'avais envie de te poser quand même une question pour que tu reviennes peut-être un petit peu sur la question d'expliquer pourquoi ce que vos travaux montrent, pourquoi les entreprises ne sont pas incitées à innover dans le vert, même si c'est profitable à long terme. Peut-être revenir un petit peu là-dessus. Oui, parce que, si vous voulez, parce qu'on tend à faire bien. Si je suis un bon danseur et un mauvais cuisinier, je continue à innover dans la danse, quoi. Je continue parce que je sais que c'est là que c'est et puis je n'anticipe pas forcément que les choses ont changé. Alors évidemment, si j'anticipe demain que là il y aura une grande demande pour autre chose, je changerai mes incitations. Mais en partie, ça vient de l'État. Et c'est là que les États, de la même manière qu'on coordonne les anticipations d'inflation avec les taux d'intérêt, l'État a un rôle à jouer, ou les États à coordonner les anticipations, ce que sera la demande demain. Mais toute chose égale par ailleurs, on a vu dans l'automobile, on a fait une étude et on a vu que les entreprises qui avaient davantage de brevets
passer dans les moteurs à combustion, continuer de produire des brevets dans les moteurs à combustion. Ils n'allaient pas vers les brevets sur les voitures électriques. Mais par contre, si j'augmentais la taxe carbone ou les subventions à l'innovation verte, tout d'un coup, on voit que, tout d'un coup, elles se mettaient à innover davantage dans les moteurs électriques. Donc là, on le voit vraiment empiriquement. Mais ce qui est vrai dans le secteur de l'automobile est vrai également dans les autres. Un problème également, c'est que les investissements verts sont plus risqués que les pas verts. Et là, il y a un rôle de la finance également. Donc c'est l'État et la finance. Et comment adapter la finance pour inciter à l'innovation verte, parce qu'elle est plus risquée que l'innovation brune. Donc, il y a une dépendance au sentier, on continue à faire ce qu'on sait faire, hein, c'est un petit peu si je reformule, et en même temps il y a un intérêt collectif à changer vite de sentier. C'est ton image du dentiste. Vas-y. Voilà. Si tu ne fais pas maintenant, parce que si tu ne changes rien, les gens vont continuer à innover dans les technologies polluantes, et donc elles vont devenir encore bien meilleures que les technologies pas polluantes, et donc tu aggraves le problème. Et c'est pour ça que d'attendre c'est mauvais, parce que d'attendre fait que comme tu vas augmenter la distance entre la technologie polluante et pas polluante, quand tu interviendras, tu devras faire quelque chose qui oblige les entreprises à faire quelque chose où elles ne sont pas bonnes pendant plus longtemps. C'est comme si tu vas le dentiste, si tu attends quand tu as une carie, ta carie elle se creuse et donc tu dois avoir davantage la fraise plus longtemps pour soigner ta carie. C'est la même chose là. Si tu attends, et bien évidemment le gap entre les technologies polluantes et pas polluantes va augmenter, ce qui va augmenter après quand tu vas devoir intervenir, ça va devoir être plus coûteux et plus long et donc tu auras une période plus longue de croissance réduite. Voilà. Merci beaucoup. Donc quand même une perspective à moyen long terme positive, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sentier de croissance vers productif, hein, mais la transition se fait pas spontanément, il faut la faire le plus vite possible et ça nécessite une intervention publique. Alors, Geneviève Ferron-Creuset, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais tout de suite préciser que je ne suis pas économiste. Voilà. Je leur ai dit, mais ils m'ont quand même invité. Je suis juriste défroquée. Voilà. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour cet enthousiasme et ce discours positif. Pour ma part, à la question qui est posée, est-ce que l'innovation peut sauver le climat ? Je vais dire non. Je vais dire non, mais je vais développer. En tous les cas... Petit retour en arrière, j'ai eu la chance et le privilège de commencer ma vie professionnelle justement comme juriste aux Nations Unies. Et donc dans les fin des années 80, début des années 90, au moment où, en 88, l'Assemblée générale des Nations Unies, en séance plénière, a déclaré le risque climatique, risque majeur pour l'humanité. Et moi, j'ai pris ça au pied de la lettre. J'ai vraiment entendu risque climatique, risque majeur pour l'humanité. Et je l'ai pris au pied de la lettre en me disant, si c'est un risque existentiel pour l'humanité, alors forcément, il va y avoir un ressaisissement, il va y avoir un rebond, une mobilisation. Et d'ailleurs, les Nations Unies ont fait le job, il y a le GIEC qui a été créé, juste quelques années plus tard, et puis en 92, au 3e sommet de la Terre à Rio, il y a eu l'adoption de la Convention sur les changements climatiques. Et toutes les COP découlent, la COP 27 découle de l'adoption de cette convention. Et donc, moi j'étais très très jeune, j'étais jeune à l'époque, et dans ma tête, il était évident qu'on allait innover et sauver le climat. Il était pour moi absolument évident qu'on allait réussir à surmonter ce risque à l'échelle de l'humanité. Et puis les années ont passé, et je me retrouve là, voilà, j'ai vieilli, et je suis dans une forme entre l'impuissance et la fatigue, et en même temps, je veux dire, non, il faut continuer à se mobiliser. Donc, l'innovation, Philippe, vous dites, il y a le sentier, la mémoire, moi j'ai envie de dire la mémoire de forme aussi. Il y a une mémoire de forme. On innove là où c'est facile, l'énergie était abondante, elle était bon marché, le capital coulait à flot, etc., etc. Et on avait une représentation de ce qu'était notre qualité de vie qui était très associée à la consommation.
Donc il faut déconstruire beaucoup de réflexes, et des réflexes qui sont souvent paresseux, parce qu'on oppose, moi je dis qu'on est dans une économie qui est encore paresseuse, on peut faire beaucoup mieux. Alors, si je vais quand même vous dire, donc la ressource la plus rare aujourd'hui, c'est pas la technologie, c'est pas le capital, c'est même pas l'énergie de notre jeunesse qui se mobilise. L'énergie, c'est extrêmement essentiel, mais la ressource la plus rare, c'est le temps. Voilà ce qu'a dit Alain. Le temps va nous manquer. Voilà. Pourquoi ? Parce que le climat, comme vous savez, c'est une bombe à retardement qui a été enclenchée avec une inertie très forte. Et de toutes les façons, le climat qu'il fera en 2050, on l'a déjà fabriqué. Donc l'inertie, c'est-à-dire le retard pour se mobiliser, pour innover, a fait qu'aujourd'hui, ça sera d'autant plus difficile d'aller gagner des victoires sur des dixièmes de degrés d'élévation de température. Donc première chose, la ressource la plus rare, c'est le temps. Et la ressource la plus précieuse, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est notre intelligence, c'est notre créativité. Deuxième chose que je voulais pointer, c'est à supposer quand même qu'on puisse se mobiliser massivement parce que l'instinct de survie va peut-être un jour être activé. De quelle innovation parle-t-on ? Et là aussi, ça a été évoqué, quelle désirabilité, c'est-à-dire de quelle innovation a-t-on besoin ? Et on voit bien que la redirection du progrès technologique est une question centrale. Vers quel type de croissance allons-nous nous diriger ? Et là, c'est un sujet qui est éminemment politique. Est-ce que c'est la croissance des communs, c'est-à-dire est-ce qu'il faut innover pour renforcer ces communs qui sont le climat, l'eau, lutter contre la pollution, l'éducation, la santé, le logement ? Est-ce que c'est cette innovation-là qui doit être embarquée ? Est-ce que c'est désirable, faisable pour tout le monde ? Et on voit bien que par rapport aux entreprises qui ont des chemins et des logiques, effectivement, l'entreprise, elle n'est pas faite, c'est vrai, l'entreprise, elle n'est pas faite pour sauver le monde, elle est là pour faire des profits, et elle joue avec des règles du jeu qui peuvent apparaître vraiment obsolètes au regard de l'enjeu. Donc on a toute cette question sur peut-être que l'innovation, bien sûr, il faut continuer d'innover parce que sinon c'est désespérant et puis c'est dans notre nature, mais de quelle innovation parle-t-on ? Et là on voit que la représentation de l'innovation, on est très désaligné dans ce qu'on pense ou ce qu'on attend de cette innovation. Et je dirais que l'innovation technologique, c'est une chose, mais il y a d'autres innovations qui sont aussi urgentes. Ça a été aussi évoqué par vous, Philippe, quand vous parliez de Maastricht, qu'il faut remettre sur la table Maastricht. Les normes comptables, il y a aussi toute cette vision de la représentation de la valeur qu'il faut remettre sur la table. Et là, il faut aussi innover, parce que ces conventions économiques, c'est pas comme la loi de la gravitation universelle, c'est pas comme les lois physiques, c'est des conventions que l'on a faites par des consensus successifs. Et je pense que si les entreprises ou les acteurs économiques au sens large, acteurs publics et privés, créent différemment, innovent différemment en confortant des communs qui sont la base de notre vivre ensemble pour que la planète soit habitable et hospitalière, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse leur rendre compte différemment avec d'autres indicateurs de la valeur qui est créée, qui n'est pas une valeur uniquement financière à court terme. Et là, on est très démunis parce qu'on rentre dans un champ qui est éminemment, encore une fois, qualitatif, mais politique. Donc l'innovation, oui, mais pas que technologique. Ça suppose aussi de revoir toutes nos règles de navigation financière et comptable. Et enfin, je terminerai par un point qui est celui de oui, les entreprises, on imagine bien que tout ne peut pas compter sur elles. Les marchés ont intégré des niveaux de contraintes, mais le font trop lentement. Les consommateurs, on ne peut pas non plus tout leur demander. La question, bien sûr, repose dans la régulation. Et j'ose le mot planification parce que je suis vice-présidente du Shift Project, donc vous avez cité Jean-Marc Jancovici. On assume parfaitement le mot planification dans le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. À un moment donné, il faut qu'il y ait un acteur qui incarne la régulation, qui propose, sur une base bien sûr démocratique, mais qui propose des investissements, des changements profonds dans une perspective de long terme dans tous les compartiments de l'économie.
Et si on laisse le marché décider, ça prendra énormément de temps, on va continuer à rester dans le brin. Mais ce régulateur, ça suppose que ce ne soit pas uniquement la France, il faut au moins que ce soit à l'échelle de l'Europe et mieux à l'échelle du monde. Et je terminerai par tout simplement, si on avait une taxe carbone depuis, comme les Suédois l'ont eu depuis 1991, on s'en serait peut-être un peu mieux porté, parce que cette taxe, les Suédois, ils ont pris ça au pied de la lettre. Ils ont entendu 88, le changement climatique, risque majeur. En 91, ils ont mis en place une taxe carbone qui a permis des transferts de fonds vers des économies, vers des innovations décarbonées. Mais vous voyez bien qu'à l'échelle mondiale, c'est un sujet qui est encore pendant. Et la plus grande difficulté pour moi, c'est est-ce qu'on peut vraiment imaginer une croissance verte? J'avoue que moi, le mot croissance verte, pour moi, c'est plutôt une pensée magique. C'est plutôt une pensée magique parce qu'une croissance verte, ça suppose qu'il y a un découplage entre la production d'énergie et la production de biens, c'est-à-dire une production d'énergie décarbonée, une production de biens. On en est très très loin. Comme j'ai dit, la ressource la plus rare, c'est le temps. Il faudrait que ce découplage soit immédiat, global. Il faudrait qu'il soit global et qu'il épouse toute l'économie mondiale. Donc j'ai un petit peu de mal à me représenter ce découplage de cette croissance verte sans passer par au moins des décennies où il va falloir passer, qu'on le veuille ou pas, par la case sobriété. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Alain Grenier. Ça me fait très plaisir de rebondir aussi sur les interventions précédentes. Moi, je suis pas économiste non plus, je suis banquier. J'ai créé la Banque de la transition énergétique pour collecter une épargne qui va financer des projets de transition. Donc vraiment, moi, au quotidien, sur le terrain, je suis en face d'entreprises qui sont face à la transition énergétique, face à ces défis. Et c'est intéressant de voir comment elles réagissent, qu'est-ce que sont les facteurs accélérateurs, les freins, et de voir comment les entreprises peuvent intégrer cette dimension de transition énergétique dans leur politique. Sachant que, ça a été dit, les entreprises ne sont pas philanthropes, elles cherchent à faire du profit. Et donc, il y a tout un enjeu aujourd'hui d'arriver à trouver des modèles économiques vertueux qui permettent de récompenser la transition énergétique. On va le voir, ça peut être lent, ça peut être long, mais aujourd'hui, par exemple, l'accélération du prix de l'énergie est un accélérateur énorme vers la transition énergétique et la révolution énergétique des entreprises. Moi, ce que j'ai constaté depuis... j'ai créé la Banque de transition énergétique en 2020. En 2020, le fait générateur pour les entreprises, c'était ce que disait Philippe, c'est la société civile. C'était beaucoup des enjeux pour les entreprises de compétitivité. Vous savez que en Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup de PME qui sont des sous-traitants auprès de grands donneurs d'ordre. Et tout d'un coup, on a vu apparaître dans les cahiers des charges des grands donneurs d'ordre, parce qu'il y avait une demande de la société civile, tout d'un coup, dans le cahier des charges, des bilans carbone, des coûts carbone des composants, une politique bas carbone. Et les PME, elles ne savaient pas faire. Donc, si elles voulaient conserver leur marché avec les grands donneurs d'ordre, il fallait qu'elles s'adaptent. Et donc, c'était une pression par la compétitivité, par la concurrence, par la société civile indirectement. Mais, en revanche, c'était assez long. C'est assez lent. C'était un phénomène, honnêtement, où on voyait que l'investissement, on était dans le monde des bilans carbone, des politiques, des feuilles de route, on n'était pas encore dans le monde de l'investissement vers une transition énergétique. C'est une incitation lente. Après, il y a eu des incitations beaucoup plus, cette fois-ci, de nature réglementaire, qui sont apparues. Notamment, la loi climat-résilience a été assez déterminante, avec des nouvelles contraintes pour les entreprises, notamment en termes de performance énergétique, de rénovation énergétique, avec toute la réforme des DPE, mais en revanche, avec des décrets d'application lents. On était sur du 2030, 2035, et donc les entreprises qui prennent le temps. Et elles voyaient, quand elles devaient prioriser les investissements, qu'elles n'allaient pas prioriser des investissements dont le ROI, le rendement, était relativement long et faible. Et puis, il y a eu la fin 2021, il y a eu début 2022, avec l'explosion du prix de l'énergie. Et ça a été l'accélérateur majeur, le booster. Des entreprises qui voient leur coût de l'énergie passer de 80 € le mégawattheure à 500, 600, 800. Et donc, une remise en cause, mais cette fois-ci dramatique, schumpeterienne, de leur modèle.
hein, avec leur compte de résultat qui est touché, avec des contrats qui sont à perte, avec tout un jeu de la concurrence qui est complètement rebalayé, parce qu'un concurrent qui a renouvelé son contrat d'électricité l'année dernière, cette année ou l'année prochaine, va avoir une distorsion de concurrence complète, et les entreprises qui brutalement s'aperçoivent que l'énergie est un élément essentiel de leur modèle économique. Et là c'est radical. Et là, c'est radical, et les investissements de transition énergétique qui étaient en bas de pile deviennent tout à fait en haut. Et moi, je vois, en tant que banquier de terrain, hein, le nombre de projets qui émergent de toutes sortes, de l'autoconsommation, de l'efficacité énergétique, de la rénovation énergétique, et on arrive à ce moment assez unique où on arrive à conjuguer l'environnemental et l'économique, hein, à conjuguer la réduction de l'empreinte carbone et la réduction de la facture d'énergie. Hein. Et on voit bien, alors, ce qui est un peu malheureux, hein, c'est de dire que c'est subi. Hein, que c'est vrai que si on avait établi une taxe carbone, on avait augmenté le prix de l'énergie de manière autoritaire il y a quelques années, on aurait pris de l'avance. Hein, mais là, on subit le prix de l'énergie. En revanche, c'est un booster incontestable. Hein, et ça fait bouger les lignes. Et ça crée de l'innovation. Hein, parce que ça va... les entreprises, pour réduire leur facture d'énergie, pour continuer à être compétitives, elles vont innover. Hein. Donc on voit... Et c'est de l'innovation un peu technologique. On va y revenir sur la technologique, mais beaucoup d'innovation comportementale, l'innovation d'usage et de l'innovation de modèles économiques nouveaux qui sont en train d'émerger. Hein. Moi, il y a un élément quand même aussi vis-à-vis des chefs d'entreprise, c'est une prise de conscience. Hein. Ça, la brutalité de la hausse du prix de l'énergie, c'est la prise de conscience d'une vulnérabilité qu'on n'avait pas. Hein, d'une vulnérabilité sur une énergie qu'on pensait abondante et pas chère durablement, dont on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Hein, et cette vulnérabilité, les entreprises, elles sont dans une vision, surtout les PME, durable, de long terme. Et elles voient qu'elles ne peuvent plus accepter la vulnérabilité par rapport à l'énergie. Et donc, on trouve énormément de programmes aujourd'hui, notamment d'innovation d'usage, on a parlé de sobriété, beaucoup de récupération d'énergie fatale. Hein. C'est incroyable quand vous regardez dans une entreprise l'énergie qui est perdue pour rien, hein, dans les fours, dans la chaîne du froid, dans la chaîne du chaud. Il y a des technologies qui permettent de récupérer. Ce n'était pas rentable, ça le devient grâce à la hausse du prix de l'énergie. Et il y a énormément d'investissements dessus. Et ça, c'est c'est pas de l'innovation, parce que ça existait déjà technologiquement, mais c'est une innovation de comportement des entreprises qui voient que c'est indispensable. On a des innovations technologiques aussi, hein, qui apparaissent. Moi, je pense beaucoup à l'hydrogène, parce qu'on en parle, on voit que l'hydrogène a beaucoup de vertus, notamment en termes de stockage de l'énergie demain. En revanche, ça, on change de monde. Hein. C'est de l'innovation long terme, avec une incertitude énorme en termes de modèle économique. Hein, et c'est là que le rôle de l'État est important, dès lors qu'il y a de l'incertitude. Hein, de pouvoir financer l'incertitude. On sait produire de l'hydrogène, on ne sait pas le vendre, on ne sait pas l'utiliser aujourd'hui. Hein, donc il y a vraiment un besoin d'accompagnement de l'État sur les changements profonds, sur les technologies dont on sait qu'elles seront amenées à créer de la valeur. Et puis il y a, et je vais terminer là-dessus, sur des innovations de modèles économiques. Et ça, je voudrais vous donner l'exemple du marché de l'énergie, qui a été révolutionné et qui est en cours de révolution. Le marché de l'énergie, aujourd'hui, vous savez, vous avez parlé du merit order, du prix de l'énergie sur le dernier mégawattheure produit, qui a conduit, dans la situation d'aujourd'hui, à avoir des prix de l'énergie très élevés parce que le dernier mégawattheure produit était au gaz, avec l'augmentation du prix du gaz. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on voit des dynamiques territoriales nouvelles avec des mises en relation entre des producteurs locaux, des consommateurs locaux, hein, ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements, des PPA, où on retrouve un prix de l'énergie qui va être non plus lié au coût marginal du dernier mégawattheure produit, mais sur le prix de revient. Ce qui permet à des entreprises de s'affranchir du prix de marché et de retrouver, dans une dynamique territoriale, l'énergie renouvelable, hein, c'est du photovoltaïque, à des prix qui sont largement inférieurs au prix de marché, hein, avec une stabilité du prix sur le long terme, et pour le producteur d'énergie, une capacité de vendre l'énergie produite à un prix supérieur à celui auquel EDF rachète l'énergie. Et on trouve un nouveau équilibre de marché, hein, sur le marché de l'énergie qui est extrêmement intéressant. Et
ça, pour moi, c'est de l'innovation aussi. Et le facteur prix sur l'énergie crée des nouveaux modèles économiques. Et moi, je suis convaincu que l'innovation, elle n'est pas uniquement technologique, et elle passera aussi par ces nouveaux types de modèles. Et on a besoin naturellement à la fois d'accompagnement de l'État sur les technologies à long terme, de facilitation de l'État sur des innovations de modèles économiques. Quand on voit la loi sur les énergies renouvelables ou sur le fonds de garantie des PPA qui est en train d'être mis en place, c'est exactement ça. C'est arriver à accompagner à quelque chose qui se fait spontanément par le jeu des acteurs économiques. Et puis après, il y a une question dans la brutalité schumpeterienne dont je parlais, de qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent au bord de la route. Parce qu'il y a beaucoup de PME qui ne pourront pas s'en sortir avec la hausse du prix de l'énergie. Comment on accompagne aussi dans la brutalité ceux dont le modèle économique va être durement, voire définitivement touché. Merci beaucoup. Alain Grandjean, est-ce que vous voulez réagir aux interventions? Oui. Moi, je vais faire quelques précisions sur mon propos introductif suite à ce débat. Quand je disais l'innovation ne va pas sauver le climat, c'était évidemment une partie de l'innovation dont je parlais. D'ailleurs, j'ai redit plusieurs fois que c'était pas forcément l'innovation technologique profonde qui allait nous aider, mais pas mal d'innovation. Donc, on a eu plein d'exemples qui ont été donnés. Je voudrais dire un point quand même pour alimenter ma prudence. On a fait des progrès techniques absolument hallucinants dans le domaine de l'éclairage. Donc l'efficacité en lumen, le rapport énergie sur lumen d'une ampoule LED est très supérieur aux ampoules traditionnelles qui sont elles-mêmes bien plus efficaces que les moyens d'éclairage. Bon, pour autant, on consomme infiniment plus d'énergie qu'avant en éclairage, tout simplement par ce qu'on appelle un effet rebond, qui est extrêmement connu des économistes, qui est qu'un gain en efficacité, donc ça c'est de l'innovation, c'est des progrès technologiques, peut ne pas se traduire du tout en efficacité globale si l'usage se démultiplie. Donc je reviens à ce que disait Geneviève, il faut de la sobriété pour cette raison absolument simple. Je vais prendre un deuxième exemple qui est évident. Dans le domaine de l'aviation, sur quelques décennies, on a divisé par 2 la consommation énergétique par kilomètre passager, et on a multiplié par 4 la consommation énergétique du fret aérien. Bon, je ne suis pas anti-avion, ce n'est pas la question, mais c'est juste pour que vous compreniez que sans dispositif structurel, mais là on est complètement d'accord avec Philippe, je vais redonner quelques exemples de ce à quoi je crois moi, les innovations, le progrès technique, en fait, nous incitent à produire toujours plus, à consommer toujours plus. Alors, ça, c'était ma première remarque. Donc moi, je ne souhaite pas du tout, pour pas qu'il y ait de malentendus, je ne vise pas que demain soit la société Amish. Pas du tout ça la question. C'est pas du tout la question. La question, c'est vers quel type de société on peut aller dans un monde fini. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je suis absolument convaincu de ça. L'énergie bas carbone va être limitée. Donc, une petite remarque sur la fusion. Je ne peux pas m'empêcher de la faire, cher Philippe. La fusion nucléaire, c'est un principe qui est assez connu par les physiciens. Il s'appelle le principe de l'imminence constante. L'imminence constante, c'est qu'il y a un événement qui va arriver dans 50 ans, mais chaque année, il arrive toujours dans 50 ans. Moi, la fusion, j'attends de voir. Il y a énormément d'annonces internationales. Il y a beaucoup le secteur privé s'est engouffré là-dedans. Il y a plein d'effets d'annonce parce qu'il y a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de financement. C'est très très loin d'être garanti qu'on arrive à produire de l'énergie par la fusion dans un horizon de temps significativement court. Peut-être qu'en 2080, on y arrivera, mais ce n'est pas notre problème du tout. Je redis, le changement climatique, c'est vraiment maintenant qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a déjà beaucoup de retard. Et donc, des technologies qui arrivent dans 50 ou 80 ans, même dans 40, ce n'est pas du tout notre problème. Il n'y a qu'une technologie à laquelle j'attache beaucoup d'importance, moi, à titre personnel, et ce n'est pas forcément toujours le cas dans la sphère un peu écolo, que je ne représente pas ici, moi je parle à mon nom propre, c'est le captage de carbone. J'ai une très grosse inquiétude qu'on se rende compte qu'on a vraiment du mal à se passer des énergies fossiles à un niveau substantiel. Et donc, il va bien falloir quand même essayer de trouver des mécanismes. Ça sera des solutions partielles, il n'y a pas de solution magique,
qui permettrait quand même de réduire un peu les émissions de CO2 quand on brûle du charbon et du gaz. Alors je reviens maintenant et je termine là-dessus sur quel type d'innovation, parce que ça a été cité pas mal par Pierre-Henri Grenier, pas mal d'innovations de terrain en ce moment, que ce soit des innovations économiques, socio-économiques. Je vais prendre un exemple de quelque chose qui me paraît tout à fait clair, du propos que j'essaye de tenir, qui est le domaine de l'agriculture. Vous pouvez avoir deux visions de l'innovation technologique. Et quand je dis vous pouvez, c'est le débat actuel. Hein. C'est vraiment clair que c'est le débat actuel. Vous avez une vision très technologique traditionnelle. Donc vous allez mettre des drones dans les champs pour limiter l'aspersion de pesticides. Vous allez mettre des robots dans les champs pour remplacer le fait que les agriculteurs sont tous en train de partir en retraite. Vous allez mettre au point des EGM. Enfin bref, vous allez mettre au point des trucs qu'on vit, nous, dans notre imaginaire comme étant ce que c'est que la bonne technologie. Lisez le dernier numéro de Pour la Science, vous verrez, c'est absolument fascinant. Il y a une discussion très intéressante entre un démographe et un agronome que je connais très bien, qui s'appelle Marc Dufumier, qui est membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Vous verrez qu'il y a une autre vision de l'agriculture et de l'innovation, hein, qu'on appelle globalement et très simplement l'agroécologie. C'est très innovant. Ça fait appel à beaucoup de savoir, de connaissances assez récentes du milieu agronomique, mais ça fait aussi appel à des connaissances de terrain. Hein. On ne raisonne pas du tout les modèles agricoles en Afrique comme on les raisonne en Beauce, et donc il y a des savoirs ancestraux qui connaissent bien la terre. Et donc là, on est sur des innovations qui sont, ce que Philippe Bihuix s'appelle low-tech en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est des vraies innovations, mais qui ont un poids, un contenu en intrants et en artefacts qui est très différent de l'innovation technologique traditionnelle. Donc je pense qu'on peut peut-être être d'accord sur ce genre de truc, hein, sur le fait qu'il y a le paysage de l'innovation est très diversifié et il y en a qui seront plus efficaces que d'autres. Dernier point sur la croissance. À nouveau, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Aujourd'hui, la croissance du PIB est très corrélée à la croissance de la pression de l'humanité sur les ressources naturelles et sur le climat. C'est un fait factuel. On peut imaginer un PIB, puisque le PIB est un instrument monétaire, et donc ce n'est pas un instrument physique. On pourrait très bien imaginer effectivement qu'un PIB croisse, mais en fait ce sera tout à fait autre chose qu'on aura vu. On aura vu un monde un peu différent, et on sera dans des économies moins matérielles, avec plus de liens, comme on dit, et nécessairement moins de biens. Merci beaucoup. Je sens Philippe qui a une envie de réagir, ou on prend les questions comme tu veux. On peut commencer les questions. On peut commencer avec des questions. Alors, il y en a énormément, effectivement. Donc, je commence un peu en faisant un choix. Il y a un certain nombre de questions qui posent sur jusqu'à quel point faut-il délibéraliser nos économies pour réaliser la transition. Je peux peut-être intervenir. Je voulais juste quand même rebondir sur les innovations. Non, mais de toute façon, les innovations, il y aura toutes sortes. On ne peut pas décider d'en haut ce qu'elles doivent être et pas être. On peut avoir une politique industrielle, ceci dit. On peut tout à fait faire avec l'énergie ce qu'on a fait avec l'ARN messager. Il y a aux États-Unis un truc qui s'appelle la BARDA, la Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui est une manière intelligente de faire de la politique industrielle. Tu as un certain nombre de missions, l'argent vient d'en haut, mais après tu as des chefs d'équipe qui suscitent des projets concurrents. Il y a eu plein de laboratoires qui ont produit des vaccins. Et certains n'ont pas réussi, d'autres ont réussi. Moi, je vois beaucoup ça dans le climat. Je pense qu'il y a le prix du carbone, qui est un instrument important, mais je pense qu'il faudrait créer l'équivalent de la BARDA ou de la DARPA au niveau européen pour l'énergie. Il faudrait créer une DARPA énergie européenne. C'est proposé d'ailleurs dans le rapport Blanchard-Tirole. Voilà, donc c'est-à-dire, on dit, voilà, mais c'est compatible avec la concurrence. C'est-à-dire que c'est une politique industrielle. Il y a une partie qui vient de haut en bas, l'argent vient des gouvernements, et il y a des chefs d'équipe, etc. Mais on suscite des projets de tout le monde. Et let many flowers bloom, laissons beaucoup de fleurs fleurir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider en haut exactement l'innovation sera ça et pas ça. Laissons les projets arriver, et puis après, les projets se sélectionnent, etc. Et je crois beaucoup dans un outil. Donc moi, ma réponse, c'est un peu la réponse à la question. C'est-à-dire que je pense que les entreprises, c'est très important parce que c'est elles qui innovent, mais tu peux diriger le changement technique, notamment avec les outils de prix du carbone, taxe carbone, mais avec une vraie politique industrielle
industrielle. On doit faire avec l'énergie ce qu'on a fait avec les vaccins. Et je pense que, voilà, et on sait que quand il y a des missions urgentes, eh bien, une politique industrielle. Mais le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas faire de la politique industrielle. La manière dont on le fait, c'est qu'on se remet entièrement dans les mains des grandes entreprises et on leur dit de traiter elles-mêmes avec leurs filières. On ne sait pas faire des DARPA en France. Voilà. Ça, c'est le gros problème. Et il faut en faire non seulement en France, mais au niveau européen, en incluant l'Angleterre, qui est très bonne dans ces domaines. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Sur les innovations, moi, je pensais aux batteries. Par exemple, j'ai des collègues au Collège de France, Tarascon et Marc Fontcave travaillent sur les batteries. Et maintenant, il faut pouvoir développer des batteries beaucoup plus puissantes. Et les voitures électriques, si vous voulez pouvoir utiliser des voitures électriques dans tout le pays, il faut faire des innovations en matière de batteries. Mais là, ils sont en train de faire des choses maintenant dans le domaine des batteries qui font qu'on va pouvoir vraiment passer à l'électrique beaucoup mieux. Donc, je ne parle pas juste des innovations dans 50 ans. Je parle de choses comme les batteries qui ont des effets très rapidement, quoi, et qui rendent l'énergie électrique beaucoup plus... parce que vous savez, sinon, l'énergie électrique, elle ne se produit pas comme ça. Elle se produit avec de l'autre énergie ou avec des inputs. Et l'idée, c'est de pouvoir économiser sur les ressources épuisables pour produire des batteries qui puissent donner beaucoup d'énergie. Et là, il y a de l'innovation qui rend maintenant, qui a des résultats maintenant, à très court terme. À quel point faut-il délibéraliser? J'ai envie de la grouper avec sur la question de l'ingérence de l'État dans les processus d'innovation. Je pense que la réponse de Philippe Aghion était claire, mais il peut y avoir d'autres réponses. J'ai envie de la grouper avec une question sur comment tendre vers la sobriété sans tomber dans un système coercitif avec un État autoritaire. Et puis une troisième qui est, et du coup je vais repasser la parole aux différents intervenants, comment financer la transition sans croissance. On voit bien qu'on a un petit peu toutes ces questions du comment. Quel rôle l'État doit avoir, par quels instruments ça passe, que ça soit du côté sobriété-demande, du côté innovation, du côté fonctionnement des entreprises, et puis comment on finance tout ça. Je ne sais pas dans quel ordre Pierre-Henri voulait rebondir, peut-être, Pierre-Henri Grenier. Il y a une question, là, parce que pour agir, ce que vient de dire Philippe. Sur l'énergie, je partage complètement ce qui a été posé sur l'énergie, sur les batteries, sur la capacité qu'on va avoir à trouver des solutions, elles existent. Moi, ma grosse inquiétude aujourd'hui, sur lequel c'est l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire sur l'eau? Parce que autant l'énergie a un prix aujourd'hui, on voit que le prix est capable de pouvoir accélérer l'innovation ou le changement. Sur l'eau, l'eau n'a pas de prix aujourd'hui. Or, l'eau va devenir une denrée rare. Et là, c'est une aberration économique d'avoir une denrée rare qui n'est pas chère. Et je ne vois pas comment on va pouvoir régler cette question de l'eau. Et pour moi, c'est un des enjeux extraordinairement devant nous et qui va être... Moi, je suis conseiller aussi au Conseil économique et social au Césaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a travaillé sur l'eau. En 2050, il n'y a quasiment plus d'eau dans le Rhône en été. Comment on va faire et quel modèle économique on va trouver et quelle politique régionale, territoriale, nationale on va pouvoir travailler sur l'eau alors qu'on n'a pas aujourd'hui le booster prix pour accélérer l'investissement sur l'eau. Moi, c'est une des grosses questions qui fait un peu le contrepoint à ce qu'on a vu, le côté positif sur l'énergie. Et je trouve que sur l'eau, on n'a pas cette même capacité de réponse. Oui. Je vais faire deux remarques. La première sur l'eau, il se trouve que je fais partie du Haut Conseil pour le climat et depuis 2019. Et donc on regarde les politiques publiques du gouvernement en matière d'atténuation du changement climatique, pour la part qui revient à la France, et en matière d'adaptation. Bon. Donc là, je vais mettre une pièce de la machine de plus, cher ami. On est affolé par le retard pris par l'État et les collectivités territoriales en matière de plan national d'adaptation au changement climatique. Ça ne peut être que des politiques publiques, parce que qui peut avoir les moyens et l'intérêt financier, personnel, de gérer des communs comme l'accès à l'eau, comme des digues, comme des dispositifs de protection. Alors c'est même encore pire que ça. Là, je vais vraiment jouer le bad guy ce matin. Je suis désolé parce que j'avais pas envie, mais c'est comme ça. Il faut assumer. Il y a un sujet, je vous informe tous là et toutes, c'est la rétractation des argiles des fondations des maisons. C'est un énorme problème parce que le changement climatique, même dans des régions comme la Normandie, a des effets considérables sur
sur les fondations des maisons qui vont donc être fissurées. Il va y avoir un problème d'assurabilité. Donc moi, je suis sûr et certain qu'on a un gros problème d'assurabilité de notre pays dans les années qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire, je ne suis pas du tout pessimiste. En revanche, ça répond d'une certaine manière à la question qui est posée sur liberté, pas liberté, rôle de l'État et rôle des machins. C'est vrai que pour moi, il est évident qu'il va falloir changer les règles de répartition entre l'administration, le pouvoir public et les acteurs privés. Ça ne va pas du tout, dans ma tête à moi, vers une collectivisation ou vers une renationalisation, j'y crois pas un quart de seconde, mais il va falloir changer les règles du jeu. Philippe a dit tout à l'heure, les règles de Maastricht sont pas adaptées. Moi, ça fait juste 5 ans que je propose des évolutions très importantes de cette gouvernance, notamment, par exemple, mais il y a plein de méthodes, hein, c'est à l'ordre du jour en ce moment, puisque la Commission européenne est en train de statuer là-dessus, mais les règles de déficit qui visent à raisonner de manière comptable les dépenses publiques, alors qu'il y a des différences colossales entre un investissement qui va nous protéger de dégâts monstrueux dans quelques années ou un investissement qui va nous permettre de limiter la casse et des dépenses un peu courantes. C'est clair qu'il va falloir trouver des manières de raisonner et d'organiser différemment le rapport entre le public et le privé. Dernier point, sur la sobriété et en gros l'économie punitive ou l'économie liberticide, il faut vraiment qu'on appelle un chat un chat. La grande perte de liberté qu'on va avoir dans les années qui viennent, c'est des pertes de capacité, de capacité. Hein. Quand on est au Pakistan et qu'il y a 20 millions, si ce n'est pas beaucoup plus, de personnes qui sont déplacées par les conséquences du changement climatique, je ne pense pas qu'elles réclament beaucoup de liberté. Ce qu'elles réclament, c'est de survivre et c'est d'essayer de se débrouiller dans ce cloaque. Je ne nous souhaite pas ça. Mais je pense que mettre la croissance, le PIB et tout ça en tête de gondole, c'est un petit côté gentil, c'est sympathique. Le vrai sujet, c'est de sortir du bordel dans lequel on est, excusez-moi cette grossièreté, et d'essayer d'éviter les catastrophes qui vont s'accumuler les unes après les autres. Le problème des agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont un climat qui se dérègle en permanence et qu'ils n'arrivent pas à sortir correctement leur production parce que le climat se dérègle. Donc je crois qu'il faut mettre en priorité dans nos politiques la résilience, la capacité à se sortir du mauvais pas dans lequel on est. Et si ça passe par un 110 km/h sur l'autoroute, bon, moi je trouve, à titre personnel, ça ne me paraît pas atroce, ça ne me paraît pas revenir à l'Empire soviétique et à Staline, ça me paraît un certain nombre de mesures qui sont socialement acceptables. Il y a donc des accompagnements de sobriété qui sont acceptables ou qu'on peut rendre acceptables en discutant collectivement. Donc là aussi, c'est un nouveau rôle de la puissance publique parce que forcément, il faut plus partager, il faut plus échanger. Et il y a des choses dont il faut peser le prix, non pas en absolu. Tout le monde rêve d'avoir toujours mieux, plus, pas cher et de l'énergie qui coule à flot. Sauf que c'est pas ça la vraie réalité. Donc il va falloir qu'on s'habitue collectivement à régler ces problèmes-là. Dernier point, je termine là parce que je suis très bavard. Et évidemment qu'il y a un enjeu de justice sociale absolument considérable. Évidemment que s'il y a un débat sur la taxe carbone, c'est pas pour rien. C'est que c'est des dispositifs qui ont des effets redistributifs ou anti-redistributifs considérables. Donc il va falloir discuter de ça parce que là, on parle de sobriété. Évidemment que c'est pas la même chose pour les 10% de nos concitoyens qui sont à l'aise et qui ont de l'argent et des 10% qui sont en bas de l'échelle, évidemment. Il y a pas mal de questions aussi. Est-ce que faut-il délibéraliser l'économie? Et puis on a pas mal de questions sur sobriété. Qu'entendez-vous précisément par là? Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur... Oui. Alors sur effectivement le spectre de la délibéralisation, je prendrais un peu l'image de Alain, c'est-à-dire qu'on est quand même mal barré, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, s'entêter dans une pensée magique qui nous amène dans le mur, c'est pas faire preuve d'intelligence. Donc, on devrait à tout le moins se dire que le pacte économique, social que l'on a bâti, il faudrait peut-être le reconsidérer. Alors moi, je suis pas du tout pour la collectivation, privation de liberté, etc. Je pense que c'est terriblement mortifère. Mais je suis vraiment, peut-être que c'est complètement perché, ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il faut trouver d'autres façons de rendre compte de la valeur qu'on va créer. Et moi, je pense en termes de post-croissance.
Elle nous dit que demain, il y aura de la croissance, mais ça ne sera pas la même, ça ne sera pas les mêmes déterminants, ça ne sera pas les mêmes sous-jacents. Je vais l'appeler la post-croissance, parce que ça voudrait dire que n'importe quel acteur économique devra envisager ses activités en respectant les limites planétaires et en confortant les fondations sociales. Et que je trouve que c'est un projet qui est absolument enthousiasmant. Mais bien sûr, nous, dès qu'on pense à limites, on a envie de les enjamber. Mais je me dis que finalement, repenser en termes de limites, ce n'est pas coercitif. Donc je reviens sur cette idée de coercition. Au contraire, ces limites planétaires, c'est du soutènement. Il faut les voir comme quelque chose qui, au lieu d'être une punition, est au contraire une source d'émancipation. On va se désaliéner aussi. Respectant les limites planétaires, on a énormément d'innovations à imaginer. Et ça va effectivement nous demander de changer radicalement notre représentation de la richesse, de la croissance et le partage de la valeur. Mais ce n'est pas du tout hors de portée. Et je crois que si on arrive à se représenter, si une entreprise, par exemple, comme vous l'avez dit, monsieur, sur les banques populaires, si je conforte un commun qui est d'aller vers des énergies qui vont être accessibles, territoriales, décarbonées, je renforce un commun qui est le climat. Et je peut-être renforce peut-être même d'autres communs comme la biodiversité ou l'eau sur d'autres aspects. Et donc comment je peux en être crédité aujourd'hui? C'est absolument transparent. Donc il y a probablement là une autre représentation de la croissance qui doit passer par un autre vocabulaire ou une autre langue universelle comptable. Alors parce que je viens aussi de la finance ESG, donc peut-être que c'est ça qui me rattrape un peu. Et puis une dernière chose, quand on parle vous savez, en Chine, il y a ce fameux crédit social. Alors là, on est dans quelque chose qui serait une dystopie. Le crédit social, il existe. Bon, on parle beaucoup de la Chine, on sait avec la reconnaissance faciale ce que vous faites et si vous êtes un bon citoyen au regard de votre comportement social collectif. Bon, les États-Unis sont parfaitement aussi capables de faire la même chose, de savoir où vous en êtes. Et je me suis toujours dit, dans un bouquin que j'ai écrit en 2008, je m'étais dit, on va avoir un crédit environnemental, on va avoir un crédit carbone individuel. Et donc, au bout d'un moment, voilà, mettons qu'on est tous à 2 tonnes par an, et bip, une fois qu'on a dépassé, on est averti. Et après, je me suis dit, mais non, il n'y aura jamais un crédit carbone individuel, parce que c'est impossible, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que ça veut dire qu'il faut arrêter la machine à consommer. Parce qu'à partir du moment où on est limité dans notre consommation, elle est carbonée à 90%. Notre consommation, quoi qu'on achète aujourd'hui, c'est du carbone, c'est des énergies fossiles. Donc vous imaginez bien qu'un crédit environnemental qui nous pousserait vers la sobriété, même si on peut imaginer dans un délire de science-fiction soit possible, il est absolument orthogonal aux intérêts aujourd'hui de nos sociétés, puisqu'on n'a pas réussi précisément ce découplage vers des économies, vers des énergies vertes. Donc on me dit que la sobriété, ça correspond à un débat démocratique, à un débat collectif avec une acceptabilité sur laquelle il faut travailler. Mais je suis assez pessimiste aussi, dans la mesure où il y a des tels niveaux d'inégalité que quand sobriété pour les uns, c'est facile, sobriété pour les autres, c'est juste terriblement douloureux. Et donc vous voyez les débats et les déchirements par lesquels on doit passer déjà en France, et l'exemple bien sûr du Bangladesh ou d'autres pays, et à l'étranger. Donc finalement, la privation de liberté, si on est très honnête, c'est pour une toute petite partie de l'humanité pour l'instant. Merci. Je voulais rebondir sur les... Parce qu'on parle toujours des modèles alternatifs. Moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire là-dessus. Merci. Je crois beaucoup, je vais vous dire, je pense qu'on n'a pas fait mieux que l'économie de marché régulée. Voilà. Je pense, moi je suis assez scandinave en fait. Je crois qu'ils ont, notamment en Scandinavie, montré que l'économie de marché peut être inclusive et verte. Et donc ils ont, voilà, les sociodémocrates, Olof Palme, ils ont montré que l'économie de marché peut à la fois donner de la prospérité, être inclusive, de la protection, être inclusive et aller vers le vert. Et c'est des économies très peu polluantes, très peu polluantes. Taxe carbone pour la Suède. Et donc quand vous dites un nouveau modèle, moi je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez changer. Pas, ce modèle, il ne vous convient pas. Le modèle scandinave, par exemple, que c'est des économies qui sont très, voilà, qui produisent des biens, qui innovent, qui sont prospères, mais qui en même temps donnent sa chance à tout le monde, et qui sont très peu inégalitaires et qui vont vers le vert.
Moi, je trouve que c'est parce qu'au début, on a cru qu'il fallait une économie étatisée ou sociale. Moi, j'ai cru à un moment donné dans ma jeunesse dans des économies qui maintenant d'ailleurs ne sont plus, on ne sait plus ce qu'elles sont, etc. Et elles se sont avérées plus polluantes que les autres, en fait. Complètement. Et donc moi, si vous voulez, je crois beaucoup qu'il peut y avoir différents types de capitalisme. Le capitalisme américain n'est pas social, c'est un capitalisme brutal. Mais il est innovant. Le capitalisme européen, il est moins innovant, plus protecteur, et le capitalisme scandinave. Et moi, je crois qu'on peut être innovant dans le vert, et inclusif et protecteur, mais en ayant quand même une économie de marché régulée. Et je crois que le triangle entreprise qui innove, État, société civile, ce triangle-là peut faire marcher cette économie régulée. Moi, je vois un modèle comme ça. Maintenant, peut-être que vous pensez à un autre modèle, et je serais très curieux de savoir le modèle que vous avez en tête. Parce que celui-là, on sait qu'il marche, on sait que ça fonctionne. Alors, le reste, le truc scandinave, ça fonctionne très bien. Hein. Alors, je vais répondre. J'ai à peu près ce modèle-là en tête, Philippe, sauf que les modèles scandinaves, c'est des communautés qui sont extrêmement homogènes et matures. Et je me demande si... La Suède, 9 millions, ils sont pas très nombreux. Il y a un niveau de maturité, d'éducation sur ces sujets. Et puis, vous avez parfaitement raison sur la Suède, taxe carbone depuis 91. Donc, il y a déjà, par rapport à cet effort sur la conscience environnementale, elle est beaucoup plus prégnante en Europe du Nord. Bon, ça, c'est une banalité de le dire. Moi, j'appelle de mes voeux un capitalisme, et j'y ai passé ma vie, un capitalisme de parties prenantes. C'est-à-dire qu'un capitalisme qui pourrait justement, dans ses processus de création et de partage de la valeur, être beaucoup plus redistributif et conforter ses communs, ces fameux communs dont je parle. Et je m'aperçois que, effectivement, entre un capitalisme d'État chinois ou un capitalisme financier américain, l'Europe a probablement un chemin à inventer. La seule chose, le petit bémol que j'aurais par rapport à vous, c'est de dire faisons vite. Faisons vite, effectivement. Essayons d'avoir des actions de plaidoyer ou essayons de représenter une forme de régénération du capitalisme, parce que je ne crois pas à la coercition, et vous avez tout à fait raison de dire que l'Empire soviétique, en termes d'empreinte carbone, a été ce qu'il y avait de pire sur la planète. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez déjà un peu répondu à un certain nombre de questions qu'on a sur... inégalité, acceptabilité, donc je ne vais pas rebondir, je ne vais pas relancer ce débat, si ce n'est pour dire qu'il y avait une question intéressante, je ne sais pas si vous voudrez l'aborder, qui est pourquoi certains États ont pris l'alerte dont vous avez parlé en 88 au sérieux et donc mis et réussi à mettre en place une taxe carbone et d'autres pas. Mais j'avais envie de reprendre une question sur comment distinguer innovation verte et des innovations brunes. Peut-on dire que les voitures électriques sont vertes lorsque l'on sait que la production produit une pollution très importante? Donc peut-être revenir un petit peu sur, de façon un peu plus subtile, comment voyez-vous le futur automobile? Un certain nombre de questions sur, on a parlé d'innovation verte, d'innovation brune, mais peut-être de revenir un petit peu sur cette notion, Alain. Oui, là je vais prendre la parole quelques minutes, si vous m'autorisez, ça va être assez rapide. Je vais passer 1h30 ce matin sur une table ronde qui était comment peut-on mesurer le verre? Bon, donc je ne vais pas vous le refaire, puisqu'on était à 5 ou 6 là-dessus. Donc la réponse, oui, on peut mesurer le verre, et le verre, ce n'est pas que carbone. Il y a, comme on a dit tout à l'heure, les questions de tension sur l'eau, il y a des tensions sur les matières premières, il y a les pesticides et les polluants, tout ça. Et il y a évidemment la catastrophe majeure qui est l'effondrement accéléré de la biodiversité. Bon. Face à chacun de ces stress, il y a soit très élaboré et maintenant vraiment stabilisé, comme ce qui concerne le climat, des indicateurs qui sont produits, qu'on sait mesurer, qu'on sait auditer. Et donc là-dessus, ça va être pas très compliqué. Le contenu en carbone d'une batterie d'aujourd'hui, de demain, l'effet relatif d'une voiture électrique versus une voiture thermique, on connaît ça absolument par cœur. Nous, il se trouve que je suis aussi associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4. On a fait des calculs qui sont vraiment extrêmement faciles à vérifier, qui sont opposables. Et donc, il n'y a pas de débat sur le fait qu'on peut vraiment, sur un certain nombre de cas, bien savoir ce qu'on va faire et vers quoi on va. Bon. Donc, il y a des débats qui sont très idéologiques ou qui me semblent un peu malicieux. Sur la voiture électrique. Quand je dis malicieux, c'est au sens un peu strict du terme. Je ne crois pas à Satan, évidemment, hein, mais qui me semble partir de je ne sais pas où,
on compare une voiture à batterie électrique avec je ne sais pas quoi. Mais si on la compare avec une voiture thermique, une voiture est une voiture, une tonne de matériaux est une tonne de matériaux, et que je sache, l'exploration de production de pétrole au Niger ou en Arctique, c'est pas sans inconvénients environnementaux. Donc je suis un tout petit peu agacé, je me demande d'où vient en permanence, parce qu'il n'y a pas un débat sur la question, on ne pose pas toujours la même question, qui me semble tout à fait un faux problème. C'est clair qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et c'est clair qu'aujourd'hui, se passer entièrement de technologie, on n'y arrivera pas, parce que juste on les a sur les bras et on ne pourra pas s'en passer. Donc il y a un point d'attention en ce moment sur ce qui est mesurable ou pas mesurable et difficile à mesurer, c'est ce qui concerne l'effondrement de la biodiversité. Sur l'effondrement de la biodiversité, il y a des indicateurs très globaux, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont très peu discutables sur les grandes questions. On sait que c'est en train de se faire, on sait que ça s'accélère, on sait qu'on détruit les espèces vivantes sur cette planète 100 fois plus vite que ce qui se faisait avant l'ère industrielle. On comprend assez bien ce qui est à l'origine de l'érosion de la biodiversité, on comprend assez bien tout ça. En revanche, relier une entreprise ou une activité à ses impacts en matière de biodiversité, c'est un travail qui est ongoing, c'est en cours. Donc quand la Commission européenne fait une taxonomie verte pour essayer d'aider les acteurs financiers et les entreprises à séparer le bon grain de l'ivraie, ils y arrivent assez bien sur un certain nombre de domaines et de secteurs. Sur la biodiversité, malheureusement, c'est plus compliqué. Or, le niveau de pression qu'on exerce sur la biodiversité est dramatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je serais favorable dans les actions à mener à très très court terme, d'accélérer les moyens qu'on doit mettre sur ces évaluations, hein, parce que tant qu'on n'a pas la bonne boussole, on risque de faire n'importe quoi. Et j'ai très peur qu'on fasse le coup du lampadaire, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde sous l'éclairage du lampadaire alors qu'il a perdu sa clé là-bas. Voilà. Alors, pour rebondir sur le véhicule électrique, je signale, il y a un avis de l'ADEME sur ce sujet que je vous recommande de lire, qui prend un peu toutes les questions qu'on a tendance à se poser, mais si les véhicules électriques sont lourds, et qui doit dater d'il y a quelques semaines, sur le site de l'ADEME, Agence pour l'environnement, ADEME, que je vous conseille très fortement si vous êtes intéressé par ces questions. Il est vraiment très, très, très équilibré, je trouve. Peut-être pour conclure, en conclusion, en un mot, il nous reste 8 minutes, donc 2 minutes chacun. Au total, faut-il faire confiance à l'innovation technologique pour nous sauver pour sauver le climat, puisque c'était la question, pour résoudre cette transition? Oui, non, un peu. Alors, Geneviève Ferron-Creuset a dit d'emblée non, mais peut-être qu'à l'issue de ce débat, en quelques mots, chacun d'entre vous, pour clore cette... Il y avait beaucoup d'autres questions que je n'ai pas reprises sur la France représente 1% des émissions. Oui, mais on donne l'exemple. Donc, désolé à toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter. Mais peut-être pour conclure... Alors, est-ce que l'innovation peut sauver le climat? Je vous ai déjà dit que la notion du temps, maintenant, clock, money time, comme dans les matchs, on est à la fin du match. L'innovation, c'est un très joli mot, innovation. Il ne faut absolument pas qu'on renonce à innover, c'est le propre de l'homme. Je trouve que ça serait détestable que l'on rentre dans nos coquilles, qu'on devienne hostiles les uns envers les autres et qu'on s'enferme dans des pensées délétères ou mortifères. Mais ce n'est pas que d'innovation technologique. Et même dans l'innovation technologique, il y en a qui sont beaucoup plus désirables que d'autres, eu égard à d'autres paramètres que vous avez cités. Par exemple, on peut tout à fait vivre dans un monde artificiel qui serait peut-être bien pour le climat, mais je ne suis pas certaine que ce soit une technologie désirable de vivre sous cloche dans un monde artificiel, complètement coupé de la nature. Voilà. Très typiquement, moi, cette innovation-là qui est accessible, je n'en veux pas, et je préférais qu'on évite de faire sécession avec simplement la biosphère dont on fait partie. Donc, innover absolument, innover en bande large, innover quand même avec une direction, on va dire avec un encadrement. C'est compliqué parce qu'il faut à la fois que ce soit un peu vigoureux pour nous forcer à rentrer dans un cadre d'innovation décarbonée qui n'est pas notre chemin, et suffisamment souple et libre pour que on ne devienne pas tous des clones et que l'on pense la même chose, parce que ça serait complètement contre-productif.
Et ne pas oublier qu'il faut faire vite et sinon accepter déjà que nos vies vont changer, peut-être en termes de qualité de liberté, mais je ne suis même pas sûre que ce soit, pour nous Français, si grave, dans la mesure où renoncer à de la consommation ou renoncer à des libertés quand on sait que c'est pour sauver un commun qui est plus grand que nous, on peut éventuellement l'entendre. Donc c'est une question aussi philosophique, mais je vais m'arrêter là. Merci. Pierre-Henri Grenier, si je pars de l'autre côté, en 2 mots de conclusion. Oui, moi je suis convaincu que l'innovation c'est la noblesse de l'homme et de la femme, et qu'on doit innover, on doit continuer à évoluer. En revanche, cette innovation, il faut qu'elle soit encadrée. On peut, et c'est je pense le rôle des pouvoirs publics, de pouvoir diriger l'innovation vers quelque chose qui va vers la sauvegarde du climat, et qui va aussi, et c'est important, vers une décision démocratique. Les pouvoirs publics, ils sont quand même aussi pour respecter une volonté démocratique de ceux qui les ont élus. Et je pense que tout notre enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que, démocratiquement, tous ensemble, on décide de sauver le climat par l'innovation. Merci Philippe. Je crois que si vous voulez, sans l'innovation, on est dans un monde malthusien où les ressources sont finies et on est condamné au malthusianisme. Je veux dire, il faut voir que sans innovation, vous savez, par exemple, l'espérance de vie dans les pays en développement, où les inégalités au niveau mondial ont été incroyablement réduites grâce à l'innovation et grâce au fait que l'espérance de vie a tellement augmenté dans les pays en développement. Je veux dire, un monde sans innovation, c'est condamner les 3/4 de l'humanité à la pauvreté à vie, quoi, et à la misère à vie. Il faut bien se le dire. Je veux dire, sortir de la misère, c'est l'innovation. Donc, si on veut sortir du malthusianisme et sortir de la misère, il faut l'innovation. Mais évidemment, l'innovation est dans le champ des possibles, mais c'est un cheval fougueux qu'il faut conduire dans la bonne direction. Et là, l'État et la société civile ont un rôle crucial à jouer pour que l'innovation soit au service de l'homme, au service du bien-être, accessible à tous et compatible avec un développement durable, avec une qualité de vie à long terme. Et ça, c'est là, l'État et la société civile qui sont là pour le faire, pour diriger, mais c'est une force extraordinaire. Et se priver de l'innovation, c'est se condamner à la misère et au sous-développement. Merci beaucoup. Et Alain Grandjean, le dernier mot. Oui. Alors, c'est bien de parler de la misère. Sur la politique de la sobriété, qui me paraît le grand enjeu des années qui viennent, évidemment, on parle des pays très développés. Et donc, je crois qu'il ne faut pas confondre du tout cette question pour nos pays et la même question pour les pays qui souffrent le martyre. D'ailleurs, le GIEC ne s'y trompe pas, parce que si vous lisez attentivement le dernier rapport du GIEC, vous verrez qu'il parle de sufficiency, c'est-à-dire réussir un état du monde où chacun a en suffisance. Donc pour nous, c'est moins, et pour la grande majorité de nos amis sur la planète, c'est plus. Maintenant, dernier point, puisque tout a été dit, j'insisterai sur un point qui est l'innovation en matière de politique publique. Je n'ai pas le temps de discuter avec Philippe, mais je ne suis pas complètement d'accord sur le modèle d'Europe du Nord, parce qu'il n'est pas si bas carbone que ça. On pourrait appeler un chat, ça se discute. Et je crois qu'il faut qu'on renouvelle complètement, tout en gardant les 3 pôles, qui sont la société civile, les entreprises et l'État. Je redis qu'il faut réaménager ces pôles, et ce n'est pas le modèle social-démocrate, ça doit être un modèle social-écologique démocrate. Il y a une réinvention à faire. Donc s'il y a une innovation à faire, pour moi, majeure et très rapide, c'est cette innovation-là qui doit être structurante de l'ensemble de toutes les innovations qu'on a à faire. Merci beaucoup à tous, et merci à vous pour vos questions.